Bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir, Martine, que nous avons d'être là avec vous. Je tiens à dire bonjour à toute l'assistance, particulièrement au professeur Alassane, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui a bien voulu vraiment faciliter le contact avec vous. Je retrouve ici vraiment du beau monde que nous avons rencontré un peu partout, soit dans le cadre du réseau des boutiques, soit dans le cadre du réseau Réuni. Est-ce que je peux projeter ma présentation? Normalement, c'est bon, oui. Un bouton de partager en bas, en vert, je pense. Hmm, présentation. Euh, Et je vous ai mis, juste en 10 secondes, je vous ai mis un lien vers un document partagé dans lequel vous pouvez indiquer aussi vos coordonnées pour rester en contact avec nous, mais surtout, enfin, pas surtout, mais aussi vous puissiez mettre vos réactions, vos réflexions par rapport à ce qui se dit. Et on a différents onglets. On a un onglet qui s'appelle Globalement, donc ça va être surtout maintenant. Et ensuite, on va discuter catégorie par catégorie, comme l'a dit Martine. Donc, après, si vous mettez ça un peu en vrac, on arrivera à s'en sortir. Mais idéalement, pour l'instant, ne mettez vos questions et réflexions que sur l'onglet Globalement. Ensuite, on passera au suivant. J'arrive pas à partager mon écran là. Euh, Et sur... Oui, c'est bon, j'ai c'est vu. bon? Oui. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. OK, Ouais, merci. très bien. Alors, ma réflexion, c'est du point de vue africain, la vulgarisation du concept de boutique des sciences, défi et adaptation du point de vue africain. Donc, je rappelle que je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, au département de sociologie, et que je coordonne aussi une structure de recherche qui s'appelle ARUC, donc Alliance de recherche action université territoire, qui a été montée un peu à l'image des ARUC du Québec. Je voudrais d'abord vous parler de la recherche participative dans les universités africaines. Ensuite, le concept et les pratiques de boutique de sciences en Afrique, les défis épistémologiques, institutionnels et autres. Et ensuite, dégager quelques pistes. Euh, D'abord, au niveau de la recherche participative dans les universités africaines, il faut bien camper le contexte en sachant que en Afrique, la perception habituelle, mais qui est en train de changer de l'université, était que l'université était un univers exogène et cloisonné qui revendique une connaissance supérieure. On se rappelle que l'université de Dakar, hein, qui était l'une des premières universités en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, était vraiment en rapport avec le projet colonial. Et donc, jusqu'à présent, on a hérité d'un cloisonnement disciplinaire avec notamment une prédominance des sciences mathématiques, naturelles, physiques au détriment des sciences humaines et sociales. Donc, il faudra attendre un peu la réforme des années 2000, hein, la réforme LMD, qu'on a dans toutes les universités africaines, pour voir émerger cette préoccupation de service aux communautés, d'autant plus que les universités africaines, pour l'essentiel, fonctionnent sur une base de financement presque exclusif venant, n'est-ce pas, du public. Peu d'universités arrivent aujourd'hui à mobiliser un financement privé. Il y en a quand même de plus en plus, l'Université de Dakar et autres. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'à partir des années 2000, on a des universités régionales au regard de la territorialisation de la carte universitaire. Les universités régionales sont donc plus proches et donc sont plus censées promouvoir la recherche participative. Alors, la tradition de recherche universitaire, quand même, en Afrique, est toujours restée sous le prisme du positivisme et du scientisme. Autrement dit, on a cette prédominance des sciences naturelles, mathématiques et autres, mais surtout, les universitaires se sont cloisonnés en croyant qu'ils étaient les seuls capables de produire de la connaissance. Donc, la science est réduite comme le seul savoir valable, mais surtout l'instance suprême de validation des autres formes de savoir. C'est ce qu'on appelle la sociologie des absences.
Et donc, finalement, on a réduit les communautés en objet d'étude et nous, les chercheurs, exclusivement et toujours en sujet de recherche. C'est ce qu'un auteur comme Emmanuel Sénindion appelle l'appauvrissement symbolique des communautés. Même dans le cadre de restitution, on est resté dans une posture de transfert de savoir. Donc, c'est ce que Thierry Verhelst rappelait, les communautés ne sont pas seulement des calebasses vides à combler, ce sont des forêts à explorer. On est donc toujours dans ces injustices épistémiques, non seulement en direction des communautés, mais en direction des savoirs des communautés. Les savoirs endogènes, les savoirs tacites, les savoirs expérientiels, tous ces savoirs étaient presque exclus, voire peu valorisés jusqu'à présent dans nos universités. Et enfin, il y a la question de la langue nationale. Jusqu'à présent, on est dans la langue du colonisateur et on a une faible valorisation des langues nationales, ce que nous tous nous rencontrons quand nous allons sur le terrain. La recherche participative, donc, dans les universités africaines reste encore très balbutiante. On a une démultiplication des initiatives. Il y a les boutiques de sciences, mais il y a des universitaires en Afrique qui ont mis en place des recherches participatives, soit à travers des dispositifs, soit à travers des projets de recherche. Et on a même noté un début d'acclimatation des noms. Donc, à l'UCAD, au Cameroun, au Bénin, on a des noms à consonance langue nationale qui sont utilisés pour parler de recherche participative. Mais toutes ces recherches-là sont liées, la plupart du cas, à l'engagement personnel de jeunes chercheurs, n'est-ce pas, ce qui pose également des enjeux extrêmement importants sur lesquels nous allons revenir. Le premier enjeu, c'est la logique de projet. Ça veut dire que rares sont les dispositifs de recherche participative fonctionnelle. Les recherches participatives sont en gros liées à des projets de recherche et vous savez bien que le temps de recherche et le temps, n'est-ce pas, des acteurs du milieu restent différents. Dans nos universités, c'est une faible reconnaissance, une faible valorisation de la recherche participative. Hein? Certains même sont taxés de faire de la recherche populiste et autres, et il n'y a aucune instance de validation, de reconnaissance, de validation des recherches participatives, des productions des chercheurs, mais aussi de la contribution des étudiants. L'autre enjeu également très important, c'est la faible prise en charge des défis épistémologiques par les chercheurs africains. Je vais y revenir plus tard. Donc, la recherche participative dans la plupart des universités africaines était liée aux ONG. C'est les ONG de développement telles que ENDA Tiers-Monde, c'est les ONG telles que GRET et autres qui ont véritablement boosté la recherche participative, mais de plus en plus de jeunes chercheurs recrutés au gré de leur parcours académique. Autrement dit, si ces chercheurs changent d'université ou sont dans d'autres parcours professionnels, ces processus risquent d'être impactés. Si on vient au concept, aux pratiques de boutique de sciences, il faut noter que la résonance reste particulière. Le nom, effectivement, pose problème. Parce que la perception de boutique des sciences, c'est d'abord boutique en tant que logique marchande, mais surtout, boutique des sciences postule une marchandisation de la science. Et donc, il faut beaucoup d'explications pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Mais également, boutique des sciences, pourquoi pas boutique des savoirs? Ça signifie une vision positiviste de la connaissance et surtout la connaissance liée exclusivement à la connaissance scientifique, comme s'il n'y avait pas d'autres types de connaissances et de savoirs. Donc, cette résonance particulière est réelle. Quand vous parlez de boutique des sciences, c'est toujours une réaction un peu mitigée au début et il faudrait des explications. Même si par ailleurs, du point de vue de son paradigme, de son projet, le concept de boutique des sciences en termes de recherche participative fait sens. Finalement, les universités africaines n'ont pas d'épaisseur historique avec ce concept, on le sait, mais ailleurs, n'est-ce pas, provenant aussi d'autres pays, mais je rappelle que dans l'histoire des universités, dans le cadre institutionnel et stratégique, dans le mode de structuration des universités, dans les contenus pédagogiques et les critères d'évaluation,
le concept de boutique de sciences ne fait sens. On sait que le boutique de sciences, c'est un dispositif territorial, c'est déjà très important, de médiation entre acteurs de la civile et acteurs universitaires autour de projets de recherche issus du milieu. On est dans la recherche participative. Mais surtout, la boutique de sciences aussi a un autre enjeu, c'est le large accès aux connaissances produites, sciences ouvertes, au profit des citoyens et des savoirs. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle la diversité des trajectoires, parce que même en Europe, il n'y a pas une seule résonance de boutique des sciences à travers les universités. Donc la diversité des trajectoires garantissant des formats différentiels, la pluralité des domaines couverts, des modes d'organisation, devrait nous inviter, nous les chercheurs africains, à faire attention aux facteurs d'accommodation spécifiques, non pas seulement au continent, non pas seulement à chaque pays, mais à chaque université et à chaque territoire, n'est-ce pas, en lieu et place d'une vision universelle et ahistorique. Et c'est ça qui nous amène à aller plus loin dans le diagnostic des boutiques de sciences actuellement en Afrique. On note plusieurs thématiques. D'habitude, c'est le diagnostic d'un problème à la demande d'acteurs du milieu, c'est la valorisation scientifique de l'expérience, c'est aussi la valorisation de savoir technique, n'est-ce pas, dans une logique de transfert, ou bien la boutique de sciences qui essaie de répondre à un besoin, à savoir l'état de connaissance sur un sujet, l'évaluation d'un projet ou l'évaluation de services. Mais toutes ces thématiques sont liées à une demande du milieu et c'est ça qui est extrêmement important, en sachant que des fois, on n'est pas seulement dans une perspective de recherche, des fois, on est dans une perspective de valorisation d'une expérience, des acteurs qui veulent y trouver des moyens pour pouvoir faire un peu de plaidoyer. Alors, le cadre institutionnel de nos universités reste peu propice aux boutiques des sciences. Dans nos universités africaines, la troisième mission de l'université est reconnue. Au Sénégal, c'est depuis 2015, mais il n'y a aucun dispositif de promotion, n'est-ce pas, de la relation université et société. Il y a un déficit de compréhension et de méconnaissance dans nos universités lorsque vous parlez de politique des sciences et plus largement de la recherche participative. Dans l'architecture organisationnelle de nos universités, il n'y a aucun dispositif de soutien, de promotion, d'accompagnement technique, n'est-ce pas, de ce type de recherche. Maintenant, ça ne signifie pas que dans certaines universités, il n'y a pas d'initiative. Comme je l'ai dit, beaucoup de collègues prennent des initiatives de recherche participative ou de mise en place de boutiques des sciences et les universités essaient de s'y accommoder. Mais je rappelle que nos universités, étant financées exclusivement par les fonds publics, se posent la question de l'autonomie pour pouvoir innover, n'est-ce pas, intégrer dans l'architecture un tel dispositif. Ce qui fait que dans beaucoup d'universités, c'est des initiatives éparses qui sont là, qu'on peut tolérer, mais qui ne sont pas insérés dans l'architecture institutionnelle. Si nous attendons également des appuis de nos universités, nous savons tous que nos universités ont des moyens très limités. On est dans un contexte de pression budgétaire, ce qui est à la base d'ailleurs de crise cyclique, mais surtout de dépassement des effectifs. Autrement dit, les priorités des universités, c'est plus le fonctionnement correct, n'est-ce pas, des cours et autres, que de soutenir la recherche participative et les boutiques de sciences. Du point de vue général également, le point de départ des boutiques de sciences dans les universités a été fort compromis. D'abord, c'est l'hétérogénéité, mais ça vient de l'étranger, mais surtout, la plupart des boutiques de sciences ou des recherches participatives sont liées à des logiques de projet. Sur 2 ans, 3 ans, c'est tolérable, mais lorsque le projet s'arrête, la dynamique risque de s'estomper. Et donc, il y a un déficit de maturation, un déficit d'accommodation par les chercheurs africains et par les universités africaines. Il y a toujours cette tolérance parce que c'est un financement qui est là. Mais quand le financement finit, il n'y a aucune structure, aucun dispositif qui puisse continuer à prendre en charge cet enjeu. On a vu même des collègues dans certains pays africains qui ont décidé de sortir de l'université pour avoir un environnement plus propice, pour éviter les lourdeurs, les incompréhensions. Mais je rappelle, si nous sortons de l'université,
nous n'échappons pas au risque de nous transformer en un dispositif d'expertise ou de consultance, ce qui n'est pas dans la logique des boutiques de sciences et de la recherche participative. Mais c'est surtout, chers collègues, les défis épistémologiques que je voulais mettre en exergue ici. Les défis par rapport aux chercheurs africains qui s'investissent dans les boutiques de sciences ou dans la recherche participative. Je ne suis pas sûr que nous, chercheurs et nos étudiants, soient suffisamment outillés pour répondre à la demande sociale en recherche et en production de savoir. L'ampleur des demandes, en sachant qu'il faut toujours éviter une recherche gratuite, la diversité des demandes ou la complexité des besoins en connaissance formulés par les organisations de la civile, par les collectivités territoriales ou bien par même des acteurs du secteur privé, des communautés, je ne suis pas sûr que nous soyons suffisamment outillés pour répondre à toutes ces demandes. Mais en outre, l'un des grands soucis que nous avons, c'est que nous avons un modèle académique extraverti où les méthodes, les outils, les techniques ne sont pas suffisamment acclimatés. Est-ce que nous, chercheurs africains, formés dans ce modèle académique extraverti, est-ce que nous arrivons à saisir l'intelligibilité, n'est-ce pas, de cette demande et surtout les univers épistémiques des acteurs du milieu? C'est un enjeu qu'on a traité avec le réseau réuni tout récemment à Saint-Louis en novembre passé et nous avons fait venir des acteurs du milieu qui ont parlé dans les langues nationales pour nous parler de leurs innovations techniques dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la pharmacopée, dans le domaine de l'agriculture. Mais nous, les chercheurs qui étaient là-bas, nous étions incapables de comprendre même la langue, de comprendre le code culturel, de comprendre le contenu, de comprendre l'univers épistémique. Se pose donc là un réel problème de traduction. Je signale également, malgré tous nos besoins de recherche participative, subsiste la persistance des pratiques extractivistes, l'asymétrie de pouvoir, de savoir et d'accès à l'information entre les chercheurs et les acteurs non universitaires. Dans ce séminaire de novembre de Saint-Louis, j'avais utilisé le terme d'acteur non académique. Mais c'est un acteur du milieu qui m'a corrigé. Il m'a dit, professeur, nous aussi, nous avons notre académie. Donc, il ne faut pas parler d'acteurs non académiques, il faut parler soit d'acteurs du milieu ou d'acteurs non universitaires. C'était une belle correction qu'il m'a donnée pour me dire que nous partons toujours de notre savoir et de notre posture pour juger les autres, n'est-ce pas? Nous avons également relevé beaucoup de contraintes dans le croisement des savoirs et des universitaires à cause justement de cette asymétrie. Et enfin, se pose la question de la division conventionnelle. Les acteurs du milieu que nous avons, avec qui nous avons collaboré dans le cadre de recherche participative, nous sommes au regret de voir que c'est nous qui prenons la forme, n'est-ce pas? Que c'est nous qui prenons la forme, n'est-ce pas, de la valorisation. La valorisation, c'est nous qui prenons ce format, mais surtout, les gratifications liées aux recherches participatives, nous sommes presque les seuls, nous les chercheurs, à avoir à bénéficier, ce qui pose un enjeu de démocratisation du processus de coproduction de savoir. Les contraintes également, c'est comment incorporer les registres de l'oralité dans des sociétés foncièrement orales. On est dans l'écriture, on est d'accord, mais c'est des sociétés foncièrement orales qui fonctionnent à partir de langages que nous ne comprenons pas. Je rappelle que nous, tous les chercheurs, nous sommes des chercheurs, mais nous sommes également occidentalisés quelque part. Même si nous restons dans nos universités, les outils, les techniques, le contenu est foncièrement arrimé à l'agenda international. Donc, nous avons un grand souci de saisie des codes épistémiques des savoirs endogènes, de saisie des savoirs tacites, de saisie de l'émotion, parce que nous sommes restés dans l'épistémologie positiviste. Je ne reviendrai pas sur la maîtrise des langues nationales. Dans un projet de recherche avec le GRET sur l'eau potable, un projet de recherche participative, nous sommes restés une journée entière à traduire le concept d'eau potable. Une journée entière.
Parce que la manière dont les acteurs sociaux définissent l'eau potable et la manière dont nous, enseignants, chercheurs et étudiants, nous définissons l'eau potable était vraiment différente. Comment donc faire un croisonnement de savoir, un croisement, n'est-ce pas, croisement de savoir, un croisement de culture, un croisement de temporalité, un croisement de ressources. Par exemple, nous étions là pour faire cette recherche. Nous étions exclusivement mobilisés pour faire cette recherche. Mais la Fédération des associations d'usagers de forage, qui étaient des bénévoles, n'est-ce pas, n'étaient pas dans la même temporalité que nous. Ce qui fait que finalement, c'était très difficile de concilier la temporalité des chercheurs qui sont dans la recherche participative et la temporalité des acteurs du milieu qui, en plus de leur activité socio-professionnelle, avaient aussi des besoins familiaux et sociaux à régler. Enfin, la question qui nous a beaucoup interpellés, c'est que où s'arrête le processus de boutique de sciences ou de recherche participative? Au niveau des résultats, est-ce que nous pouvons aller, parce que le projet, si nous sommes liés à une temporalité de projet, le projet est une intervention à durée limitée. Et au moins dans les 2 projets de recherche participative que nous avons faits, nous avons vu beaucoup de déception, de l'amertume des acteurs du milieu parce qu'ils s'attendaient à ce que le projet aille plus loin. On a dit recherche participative, recherche-action, que nous allons plus loin en les accompagnant dans la reconnaissance institutionnelle, dans la diffusion, dans la valorisation, dans la mise en application des résultats, mais malheureusement, le financement était arrivé à expiration, c'est un financement de l'Union européenne, et il fallait arrêter. Donc, se posent beaucoup d'enjeux épistémiques qui nous interpellent, nous les chercheurs africains, et qui doivent figurer dans nos recherches. Plusieurs pistes, pour finir, chers amis, plusieurs pistes peuvent être tirées pour une accommodation des boutiques de sciences. Je pense que foncièrement, il faudra acclimater le nom en utilisant des noms africains, des noms sur lesquels les acteurs peuvent se retrouver. Une des premières pistes, c'est partir des pratiques de recherche participative, n'est-ce pas, et ne pas s'agripper à un nom qui ne dit pas grand-chose par rapport à nos réalités africaines. Donc, partir des pratiques de recherche participative, mais surtout pour réviser la relation université et société. Ceci est un grand souci, parce que tant que nous ne révisons pas la relation, le partenariat université-société, que les acteurs sociaux aussi ne se positionnent pas dans une position d'attentisme de l'université, comme s'ils n'avaient pas quelque chose à apporter à l'université. Dans l'atelier dont je vous ai parlé, les acteurs sociaux nous ont permis, nous enseignants-chercheurs, de savoir que nous étions les derniers à savoir et qu'il y avait un savoir expérientiel, hérité, un savoir pragmatique qui n'est pas intéressé par les critères de validation scientifique, mais qui est plus intéressé par les critères de validation sociale, les critères de pragmatisme. Ça veut dire être capable de répondre à un besoin. Comment l'université peut s'ouvrir à ce type de savoir et l'incorporer. Donc, redéfinir la perspective africaine de l'université et de la 3e mission, réfléchir sur les liens entre recherche participative, service aux collectivités et engagement citoyen. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à amener nos universités à donner du crédit à nos étudiants qui s'engagent dans les recherches participatives et à leur reconnaître un crédit par rapport à leurs cours. Nous restons cloisonnés dans nos salles de cours. Donc, lier recherche participative, service aux collectivités, engagement citoyen, je pense que ça peut donner une plus grande perspective pour nos universités. Mais également, chers amis, les acteurs du milieu sont dépositaires de connaissances tacites, sont dépositaires de connaissances expérientielles tirées du vécu. Comment l'université peut aider à valoriser les acquis professionnels, les acquis communautaires des acteurs du milieu? Nous avons l'habitude de les écouter dans les démarches andragogiques. Et tous les jours, nous, enseignants-chercheurs, nous apprenons beaucoup de ce type de savoir. Comment amener nos universités à reconnaître ce savoir et à aller dans ce croisement de savoir? C'est un enjeu extrêmement important. Le deuxième enjeu également, c'est comment assumer une posture épistémique beaucoup plus adaptée. Penser par soi-même, en tant qu'Africain, à partir de soi-même, au niveau des réalités africaines, n'est-ce pas, et s'appuyer sur des schèmes d'intelligibilité propres à l'Afrique.
Mais ici se pose un grand défi, chers amis. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à produire des schèmes d'intelligibilité propres à l'Afrique. Nous ne sommes pas encore arrivés à proposer des techniques plus adaptées aux sociétés de l'oralité. Nous ne sommes pas arrivés à produire des techniques de traduction, n'est-ce pas, des savoirs endogènes. C'est un enjeu extrêmement important. Les Cheikh Anta, les Joseph Kizerbo, tous ces auteurs, n'est-ce pas, hein, Mongo et autres, n'est-ce pas, Chinua Achebe ont parlé de ça, et je pense que notre génération, nous et la génération de Alassane et autres, n'est-ce pas, nous devions travailler sur cet enjeu extrêmement important. Sinon, nous allons toujours utiliser les lunettes extraverties pour pouvoir étudier la réalité africaine. Ensuite, j'en appelle à plus de tolérance et de relativisme épistémologique par rapport au savoir endogène, par rapport à l'émotion, par rapport au sens commun. Toutes choses par ailleurs que l'épistémologie positiviste avait rejetées dans la production de savoir. Donc, la prise en charge de la société des universités épistémiques dans une perspective de pluriversalisme. Nous avons dépassé le concept d'universalisme parce que l'universalisme part toujours de la centralité, n'est-ce pas, de l'Occident. Nous voulons proposer plutôt le pluriversalisme dans les savoirs. Ça veut dire que tous les savoirs ont une validité intrinsèque liée à leurs propres critères. Et il ne s'agit pas, pour le savoir scientifique, pour le savoir supposé rationnel, n'est-ce pas, d'imposer des critères de validation des savoirs. Comment donc produire des critères où tous les savoirs, en tout cas les savoirs engagés, pourraient se retrouver pour pouvoir faire ce croisement? C'est dans une perspective de justice cognitive, mais dans une perspective également de pluriversalisme des savoirs, en sachant que le savoir scientifique n'est pas le seul savoir, les autres savoirs ont aussi droit de validité. Comment donc, nous, universitaires, nous pouvons réviser notre posture épistémique, notre posture épistémologique en allant apprendre des réalités africaines. Et je rappelle que ce sont ces réalités qui ont permis aux éleveurs du Fouta, n'est-ce pas, de faire face, n'est-ce pas, de développer leur capacité de résilience par rapport au changement climatique. C'est cela qui a permis aux pêcheurs de la langue de Barbarie, de Gendar, de pouvoir connaître, à lire à travers les étoiles par rapport à la présence de poissons ou non. C'est cela qui a permis également aux sociétés, en tout cas orales, de pouvoir faire face à des contraintes et à saisir les opportunités. J'interpelle donc les chercheurs africains à continuer à travailler dans ce genre de réseau, mais en assumant la perspective africaine et surtout en conceptualisant et en systématisant la vision africaine de la recherche participative. C'est un chantier ouvert et je pense que ce genre de réseau nous donne suffisamment de ressources et d'opportunités pour y travailler. Donc, il faut qu'on aille vers un dialogue pluriversel des savoirs, vers une décolonialité des postures. Il faut qu'on travaille ensemble sur les efforts de traduction, n'est-ce pas? Non seulement demander une validation seulement technique des recherches, nous organisons toujours des séances de restitution, mais à demander aussi une validation sociale, n'est-ce pas, de ces processus. Le format du document, il ne faut pas seulement des documents qu'on essaie de publier dans les revues pour avancer au niveau du CAMES, il nous faudra des formats sur lesquels les acteurs sociaux vont se retrouver. La division conventionnelle du travail à travers des étapes de recherche, dans nos processus de recherche, ce qu'on a constaté, la constitution de la problématique reste encore entre les mains des chercheurs, la définition de la méthodologie reste encore dominée par les chercheurs, l'exploitation des résultats, l'élaboration des rapports, la validation reste encore dominée. Même si on est toujours dans la recherche participative, nous sommes en train de reproduire cette division conventionnelle et ça doit nous amener à nous questionner, n'est-ce pas, plus amplement sur ça. Je finis sur comment valoriser la contribution des acteurs du milieu. C'est un chantier ouvert, très important, qui nous permettra même de revoir l'offre de formation à nos étudiants. Et je rappelle, et c'est ça pour moi la plus grande source de satisfaction,
la recherche participative est une forte demande de nos étudiants. Nos étudiants veulent aller sur le terrain, veulent aller rencontrer des acteurs, veulent avoir les codes pour mieux comprendre leur société et participer à proposer. Mais malheureusement, les formations qu'on leur donne restent suffisamment encore exogènes. Et enfin, travailler sur l'accès libre et démocratique aux résultats de recherche, ne pas garder seulement les résultats de recherche dans les bibliothèques universitaires. La semaine passée, j'ai travaillé avec des élus d'une commune, la commune de Gandon, qui abrite l'université de Saint-Louis. Ils sont venus à l'université leur demander tous les mémoires des étudiants qui sont faits sur Gandon. Nous leur avons donné toutes les informations que nous avons eues, mais on n'a jamais eu de retour de l'université. Ça pose un grand enjeu et l'université qui organisait, n'est-ce pas, une séance d'exposition a permis un stand où on a mis tous les thèses et mémoires d'étudiants sur cette commune-là. Et c'était la première fois que les élus avaient accès à ce savoir-là. Donc, il nous reste beaucoup à faire, mais je pense que ce genre d'occasion constitue des opportunités pour nous amener à discuter et avancer. J'espère que je n'ai pas été très long. Je vous remercie et je vais partager également la présentation